Alors, on va voir maintenant comment on va utiliser des anticorps pour visualiser des choses qui ne sont évidemment pas visibles à l'œil nu et même sous microscope optique ou électronique. Alors, c'est ce qu'on appelle la technique d'immunocytochimie. On va écrire le mot quand même. Immunocytochimie. Alors, dans dans immunocytochimie, il y a immuno. Globalement, ça veut dire qu'on va utiliser des anticorps, puisque les anticorps sont le produit de l'immunologie. Cyto pour cellules, et chimie, puisqu'on va se baser sur l'interaction antigène-anticorps. Donc c'est des interactions chimiques de faible énergie, en gros sur de la chimie. Alors, on va utiliser deux types d'anticorps. Les premiers anticorps qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les anticorps polyclonaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un anticorps polyclonal? On va dessiner une protéine. Je dessine ici une protéine, on va dire que la protéine c'est lactine G. Alors, si vous voulez avoir des anticorps polyclonaux, alors qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir plusieurs anticorps, je vais en mettre 4, un en vert, un en bleu, un en rouge, et le dernier, on va le mettre en orange. Voilà, ils sont jolis. Alors, ces anticorps vont reconnaître tous l'actine G, mais à des épitopes différents. Épitopes différents, les épitopes sont des fragments d'antigène. Donc un fragment d'antigène, un épitope, c'est en général 4, 5, 6 acides aminés d'un antigène. Donc chacun de mes 4 anticorps vont reconnaître un épitope de l'actine G. Les 4 anticorps ensemble, donc je fais encore un petit schéma à côté, ensemble dans une solution, donc ces 4 anticorps-là, dans une solution, le tout s'appellera la solution monoclonale, tout ça, c'est la solution monoclonale d'anticorps. Non, la solution polyclonale d'anticorps. En gros, ça veut dire que vous avez plusieurs anticorps dans votre mélange qui vont tous reconnaître l'actine G, l'antigène que vous cherchez, mais à des endroits différents. Alors comment on fait pour obtenir ces anticorps? C'est simple. Première étape, vous allez infecter une souris. Vous infectez une souris avec l'antigène que vous voulez étudier. Infection de souris. Alors, je mets souris parce que c'est ce qu'on a en général au laboratoire. Vous pouvez infecter ce que vous voulez, à l'exception de l'homme parce qu'on n'avez pas le droit de manipuler sur l'homme. Mais ensuite, si ça vous botte de prendre une chèvre, vous prenez une chèvre. Vous voulez un singe, vous prenez un singe. En général, au labo, on a des souris. Donc on commence par la souris, c'est évident. Alors, vous injectez votre antigène, donc l'actine G humaine, dans la souris. Alors pourquoi humaine? Si vous injectez de l'actine G de souris dans la souris, bah, c'est reconnu comme une molécule du soi. Et si c'est une molécule du soi, bah, ça ne marche pas, il n'y aura pas de réaction immunitaire. Donc il faut une actine G qui n'est pas une actine G de souris. Vous infectez donc votre souris avec l'actine G humaine, et vous attendez que la réaction immunitaire se fasse. Donc la souris sera un peu malade, voilà, mais on s'en fout, c'est une souris. Une fois que dans le sang, on a des anticorps, donc je mets anticorps dans le sang. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir récupérer le sang de la souris. Pour récupérer le sang de la souris, il n'y a pas 100 000 façons. La plus simple, alors évidemment, on peut prendre une seringue et piquer sur la veine caudale de la souris qui est la plus accessible et essayer de récupérer le maximum de sang. Il faut savoir qu'une souris, de mémoire, je crois qu'elle a 3 ou 4 millilitres de sang, donc c'est pas vraiment énorme. Déjà pas grand chose à la base. Quand vous piquez avec une aiguille, vous allez récupérer même pas 1 ml. Et encore 1 ml si vous êtes un bon piqueur. En gros, c'est compliqué. La meilleure façon de faire, c'est un peu rude, c'est un peu abject, mais ça marche très bien. On a au labo des mini-guillotines, on met la souris sous la guillotine, on coupe la tête, on presse, et du coup le sang coule à travers les veines de la gorge, les veines et les artères de la gorge. Donc, on va sacrifier la souris, donc je mets sacrifice de la souris, sacrifice souris. Forcément, il est évident que dès le début, si on affecte une souris, la souris allait mal finir. On est quand même dans un cadre de sciences biologiques, ça passe beaucoup par l'animal. On ne peut pas faire ça sur des modèles végétaux. Alors, sacrifice de la souris, récupération du sang. Récupération du sang. Alors, et bien évidemment, il y a des étapes qu'on ne vous dit pas, mais c'est évident, on va filtrer le sang, on va enlever les cellules, tout là par centrifugation. On va récupérer à terme uniquement le sérum. Et dans le sérum, évidemment, il y a des anticorps. Mais ces anticorps, il n'y a pas que nos anticorps à nous, il y a tous les anticorps de la souris. Donc il va falloir trouver un moyen de sélectionner nos anticorps par rapport aux anticorps de la souris. Alors ce moyen c'est quoi? C'est ce que vous avez sur le côté. Vous avez une colonne de chromatographie, et dans la colonne de chromatographie, alors je vais juste rajouter un petit robinet en dessous pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc robinet, ça veut dire ouvert-fermé selon comment on tourne. Dans la colonne de chromatographie, vous allez trouver des billes de résine. Des billes de résine, et sur ces billes de résine, on a greffé l'antigène qu'on a utilisé en départ, celui qu'on a injecté dans la souris. Et en l'occurrence ici, c'était l'actine G humaine. Donc, vous avez des billes de résine sur lesquelles il y a l'antigène qu'on cherche. Ce qu'on va faire, c'est que tout le sérum, on va le mettre dans la colonne de chromatographie.
tout le sérum est placé dedans. Alors ce qui va se passer, c'est que les anticorps qui reconnaissent l'actine G, donc je vais redessiner mes 4 ici, ils vont se mettre sur l'actine G, fatalement ils n'ont pas le choix. Il y a de l'actine G disponible, ils sont spécifiques de l'actine G, donc ils ne se posent pas la question, ils se mettent dessus. Et le dernier qui est le rouge. Voilà. Donc on met tout le sérum, on attend que la réaction antigène-anticorps se passe, on ouvre le robinet en dessous, il suffit de tourner, et donc tout le reste du sérum qui ne contient plus d'antigène va couler, et nos antigènes vont rester sur les billes. Donc, je vais mettre ici purification sur colonne de chromatographie. Alors bien évidemment, c'est pas terminé ici. Une fois qu'on a fait ce premier passage, pour être sûr qu'on récupère le max d'anticorps, on reprend le sérum, on le repasse quelques fois, pour être sûr qu'on va récupérer la totalité ou la presque totalité de nos anticorps. On n'aura pas du 100%, mais on s'en fout, à la limite, on fait la même, on refait avec une autre souris et ça marche tout aussi bien. Une fois qu'on a passé le sérum plusieurs fois, on a récupéré le max d'anticorps, on va laver, on va passer un tampon, une solution saturée en sel pour être sûr qu'on enlève tout ce qui traîne sur les parois de la colonne. Et une fois qu'on a lavé, il va falloir décrocher nos anticorps. Alors les anticorps, vous avez vu avec Madame Beum qu'ils font des liaisons de faible énergie avec les antigènes. Et comme il y en a plein, ça revient à faire des liaisons très fortes à terme. Donc pour casser ces liaisons de forte énergie, il faut tromper les anticorps. Pour tromper les anticorps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une solution saturée qui contient notre antigène. Solution saturée de l'antigène avec antigène. Alors pourquoi une solution saturée? Je vais faire un petit schéma. Alors je vais dessiner l'actine G humaine en point noir. Donc une solution saturée, ça veut dire qu'on prend un tampon, donc un liquide tamponné de l'eau tamponné à 7.2, un pH 7.2, et là-dedans, on va mettre le maximum d'actine G humaine soluble possible. En gros, qu'est-ce qui va se passer? On va plutôt utiliser des points rouges, c'est mieux. Donc, vous allez vous retrouver avec tout plein d'actine G libre dans la colonne de chromatographie. Évidemment, il y a aussi de l'actine G humaine sur les billes de résine. Ça n'a pas changé, on ne les a pas enlevées. Mais comme il y a aussi beaucoup plus d'actine G libre dans le milieu, l'anticorps va se dire finalement, j'ai pas besoin de rester fixé sur cette actine, alors j'en ai tout plein autour. Et c'est comme ça qu'on arrive à tromper les anticorps. Et du coup, ils vont se détacher, et ils vont aller se fixer sur un antigène qui lui est libre. Alors, la réaction n'est pas totale, on va perdre une partie de nos anticorps. Mais déjà, il y en a plein, donc c'est pas la fin du monde. Et quand bien même, on va passer la solution saturée plusieurs fois pour être sûr qu'on va récupérer le maximum d'antigènes. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on a laissé un peu faire la chose, on ouvre le robinet et on récupère ce qui tombe. Donc qu'est-ce qui va tomber? Si je mets ici un récipient en dessous, qu'est-ce qui va tomber? Il va tomber mes anticorps, tout simplement. Et ces anticorps, ils sont fixés sur de l'actine G. Donc, mes 4 anticorps, je les redessine. Et évidemment, ils sont fixés sur l'actine G. Là, pour détacher, là c'est très simple, il suffit de chauffer un peu, vous détachez les anticorps avec les anticorps des antigènes, et à partir de là, vous avez votre solution d'anticorps polyclonale. Alors bien évidemment, ces anticorps sont inutiles, comme ça il faut les marquer encore, mais le marquage on le verra plus tard. Donc ça c'était pour les anticorps polyclonaux. On peut aussi faire des anticorps monoclonaux. En gros, cette fois-ci, l'avantage, c'est que l'anticorps monoclonal, si je refais mon schéma d'avant, donc je mets ici l'actine G, l'anticorps monoclonal, on va en faire qu'un seul, celui qui est en rouge. On va avoir une solution qui ne contient que des anticorps rouges. Donc tous les anticorps de ma solution reconnaîtront le même épitope, et pas d'autres épitopes différents du même antigène. Alors pour ce faire cette fois-ci, la technique est totalement différente, il est plus difficile à mettre en œuvre, et elle est aussi fatalement plus coûteuse. Donc, toujours ce problème d'argent. Il faut savoir qu'en biologie, on est souvent limité par l'argent, c'est des techniques qui demandent du temps, et c'est des techniques qui demandent des machines sophistiquées, des personnes qui sont qualifiées pour faire des choses, donc souvent ça passe par une compensation pécuniaire, c'est évident. Alors, quelle est la technique cette fois-ci? On va encore une fois infecter des souris. Alors, qui dit infection des souris, comme avant, dit aussi sacrifice des souris. Infection souris, on attend que la réaction immunitaire se passe, et ensuite on sacrifie les souris. Cette fois-ci, on ne les décapite pas, on va tout simplement les ouvrir, et on va récupérer la rate. Dans la rate, on va retrouver
des lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, ils se différencient en plasmocytes. Tout ça, vous l'avez vu au lycée, évidemment, vous savez qu'un lymphocyte B va se différencier en plasmocyte pour synthétiser des anticorps. Donc, mon lymphocyte B, il est représenté en bleu, ici. C'est celui qui sourit parce que c'est une cellule normale. Donc, elle est là juste pour synthétiser des anticorps. Et on va fusionner cette cellule avec des cellules cancéreuses. Donc, fusion LB avec cellules cancéreuses, deuxième étape. Alors, pourquoi avec les cellules cancéreuses? Tout simplement parce que les cellules cancéreuses se divisent ad vitam aeternam. Et comme elles se divisent ad vitam aeternam, ça veut dire que nos hybrides, quand on va les obtenir, et quand ils seront viables, hein, c'est une technique qui est assez difficile à faire. Hein. Une fois qu'on a nos hybrides, ben ces hybrides, on va les garder. On va pouvoir les garder in vitro, à l'étuve, à 37 degrés, pendant des années et des années et des années. Nos hybrides, qu'est-ce que c'est? C'est un lymphocyte B qui synthétise un anticorps spécifique avec la cellule cancéreuse. J'obtiens une cellule mixte, donc moitié bleu, moitié rouge. Cette cellule mixte, globalement, c'est un plasmocyte cancéreux. Ce plasmocyte cancéreux, il a la propriété de se diviser tout le temps. Et sa deuxième propriété, c'est synthèse d'anticorps. Et comme il est obtenu à partir d'un seul plasmocyte, il va synthétiser qu'un seul anticorps, que je mets ici dans le milieu. Donc ici, on obtient uniquement l'anticorps rouge. Rappelez-vous, avant, j'en avais tout plein des anticorps. Le rouge, le vert, le orange et le bleu. Donc là, j'ai une solution qui contient tout plein d'anticorps. Donc là, troisième étape, on a la solution d'anticorps. Bien évidemment, ces solutions d'anticorps, on ne va pas l'utiliser telle qu'elle. On va passer par une étape de purification. Je vous fais grâce de la méthode, c'est pas tellement le but. Donc on purifie et on récupère nos anticorps. Une fois qu'on a récupéré nos anticorps, on a quelque chose qui est monoclonal, donc tout plein d'anticorps qui reconnaissent un seul antigène. Alors, si maintenant on doit choisir, on ne vous demandera jamais de faire la différence entre les deux. Vous devez savoir comment on obtient les polyclonaux et les monoclonaux. Vous devez quand même comprendre que le choix va se faire selon ce qu'on veut faire. En général, au laboratoire, on va utiliser des polyclonaux parce que c'est moins cher à faire. Mais en réalité, il y a une différence entre les deux. Le polyclonal, il est moins spécifique que le monoclonal. Puisque le polyclonal, alors je vais revenir, puisque le polyclonal reconnaît plusieurs épitopes, on n'est jamais à l'abri d'avoir une autre protéine dans la cellule qui présente un épitope identique ou proche. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle du marquage aspécifique. Alors le marquage aspécifique, ça c'est le terme technique. Alors c'est pas bien, parce que du coup ça veut dire qu'on va voir quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Ça c'est le terme scientifique technique. En gros au laboratoire, ça nous embête, on appelle ça le bruit de fond. Et le bruit de fond, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce qu'on va avoir de la coloration là où on ne veut pas avoir de la coloration. Et c'est tout le problème des polyclonaux. Ça peut, de temps en temps, faire du marquage aspécifique ou du bruit de fond. Alors que dans le monoclonal, on n'a pas ce problème. Enfin, on l'a, mais dans une très très moindre mesure. Vous avez un anticorps qui reconnaît un seul épitope, donc vous êtes sûr que techniquement, pour trouver le même épitope, c'est que vraiment, vous n'avez vraiment pas eu de QI dans votre manip. Voilà, donc idéalement, dans un monde parfait idéal, dans un monde de riches, on n'utiliserait que des anticorps monoclonaux. La réalité est tout autre, l'argent mène le monde, donc fatalement on est obligé de temps en temps d'utiliser des polyclonaux, et ça marche globalement très bien. Voilà, alors, à quoi servent ces anticorps? Que ce soit du polyclonal ou du monoclonal, on va les utiliser pour faire du marquage. Alors, j'ai représenté ici deux tissus. À gauche, vous avez un tissu qui est riche en antigènes, donc on reste sur notre actin G d'avant, hein. Donc j'ai remis les mêmes triangles rouges, pardon. Et à droite, vous avez un tissu qui est très peu concentré en antigènes. Alors, si je prends le tissu qui est concentré en antigènes, alors je prends des anticorps ici bleus, alors mes anticorps reconnaissent l'antigène. Si sur ces anticorps, je mets un marqueur, alors au choix, je mets la fluorescéine, donc sonde fluorescente qui fluoresce dans le verre, je la mets partout. Comme j'ai beaucoup d'antigènes, j'ai forcément beaucoup d'anticorps qui va se fixer dessus. Et comme j'ai beaucoup d'anticorps, je vais avoir une grande quantité de sondes fluorescentes. Et donc, je vais avoir un signal fluorescent très fort. Et je vais voir quelque chose en microscopie. En l'occurrence ici en microscopie à fluorescence. Si maintenant, je fais la manip à côté. Alors, je vais redessiner
entre les deux, je vais mettre le même schéma que celui qu'il y a à droite. Donc je remets mon tissu avec l'actine G au centre, comme ceci, très peu concentré en actine G. Je vais utiliser le même anticorps. Alors je prends l'anticorps bleu, marqué à la fluorescéine. Vous comprenez bien la différence entre les deux. J'ai un seul anticorps qui est fixé dessus, deux éventuellement, c'est toujours pas énorme, donc ça veut dire que j'ai que deux sondes fluorescentes. J'ai peu de sondes fluorescentes, donc je vais avoir un signal qui est très faible. Et qui dit signal faible, dit souvent peu visible ou pas visible en microscopie à fluorescence. Et donc là je suis embêté. Et donc comme je suis embêté, il faut que je trouve un moyen pour amplifier le signal. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser le même anticorps bleu, ici, mais cette fois-ci l'anticorps bleu n'est pas couplé à la fluorescéine, à la sonde fluorescente. Cet anticorps bleu, on va l'appeler l'anticorps primaire. Je l'écris en bleu en dessous, anticorps primaire. Cet anticorps primaire, on va l'utiliser comme antigène qui sera reconnu par un autre anticorps, que je vais mettre en rouge, et cet deuxième anticorps sera l'anticorps secondaire. Donc l'anticorps secondaire va reconnaître l'anticorps primaire à plusieurs endroits. J'en mets 6 comme ça. Et sur l'anticorps secondaire, on va regreffer la fluorescéine. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a peu d'antigènes dans le milieu, mais en passant par ce système de marquage indirect, on l'appelle indirect, par deux anticorps, on va retrouver un signal fluorescent fort, puisqu'on a de nouveau plusieurs sondes fluorescentes dans le milieu. Et donc, on va pouvoir voir quelque chose en microscopie à fluorescence. Alors, si vous avez déjà compris, ça, c'est super. Maintenant, on va rentrer un peu dans le technique, mais c'est juste pour vous voir que la biologie, ça peut être drôle des fois. Alors, mon anticorps primaire en bleu, il reconnaît l'actine G. On en travaille depuis tout à l'heure sur l'actine G humaine. Donc, c'est un anticorps anti-actine G humaine. Et cet anticorps, je l'ai obtenu dans la souris. Donc, je mets 2 souris. Ça, c'est le nom de mon anticorps primaire. Alors, pour obtenir l'anticorps secondaire, je dois utiliser comme antigène l'anticorps primaire. Il est évident que comme cet anticorps primaire est obtenu dans la souris, je ne peux pas injecter cet anticorps dans la souris, puisqu'il ne sera pas reconnu comme du non-soi. Je suis obligé d'utiliser un autre animal. On prend celui qu'on veut, on va prendre la chèvre. Donc, je prends mon anticorps bleu de souris et je l'injecte dans la chèvre. La chèvre va faire la réaction immunitaire. Alors, tout le monde sait, je suppose, qu'une chèvre, c'est beaucoup plus grand qu'une souris, donc il est évident qu'on ne va pas décapiter la chèvre. Là, la chèvre, elle a beaucoup de sang, on prend une aiguille, on pique avec une aiguille pour récupérer du sang. Alors, comment va s'appeler l'anticorps secondaire? Alors, je l'écris en rouge. C'est un anticorps anti. Entre parenthèses, je mets un trait bleu pour dire que je reprends tout le nom de l'anticorps primaire. Donc, anticorps anti-actine G humaine de souris, et là je rajoute à la fin de chèvre, puisqu'il est obtenu dans la chèvre. Et c'est ce deuxième anticorps que je vais marquer à la fluorescéine. Donc en gros, on retient quoi? Il y a deux types de marquage, le marquage direct, le marquage indirect. Le marquage direct est utilisé quand le tissu est très concentré dans la protéine que l'on veut étudier. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc si on a un tissu qui exprime très peu la protéine que l'on veut étudier, on est obligé de passer par un marquage en direct. Ça suppose deux anticorps, donc ça suppose une manip un peu plus longue. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, hein. Je veux dire, franchement, ça va vite, hein. Mais ça permet au moins d'amplifier le signal.